Eh bien, on passe du stress oxydatif au stress, au stress psychologique. Oui. Donc, on va venir avec Pénélope et David O'Hare. Donc, je te laisse la parole. Oui. En tout cas, je voulais d'abord te remercier, Jean-Loup, de m'avoir convié sur ce plateau pour pouvoir partager. Et c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, en partageant la connaissance, et même Jacques aussi, je trouve que c'est là où chacun devient plus fort, parce que déjà moi, sur ce plateau, j'apprends plein de choses, donc je me nourris, et c'est un vrai bonheur de pouvoir faire partager, on va dire, des outils qui vont pouvoir aider les patients à faire face et être plus armés aussi. Jacques, tu le disais, on regardait, tu parlais de le fait de pouvoir supplémenter, mais de faire une pression avec différents outils, dont l'activité physique, mais également la gestion du stress. Je crois que c'est vraiment cette approche, on va dire, complémentaire qui prend toute sa force. Et c'est vrai que la gestion du stress, ça en fait partie. C'est vraiment encore une carte dans le jeu. Alors, je n'ai pas repris l'image des tours jumelles, mais pour moi, quand je reçois des patients concernés par le cancer, je le ressens quand ils sont au cabinet, c'est un véritable cataclysme dans leur vie. Et c'est vrai que pouvoir s'armer, c'est faire face aussi, comment s'adapter, comment pouvoir gagner en capacité d'adaptation face au stress. Voilà. Et optimiser nos ressources pour retrouver l'équilibre. Et aujourd'hui, je voulais évoquer cet outil que je propose à tous mes patients, qui est la pratique de la cohérence cardiaque pour pouvoir retrouver l'équilibre. Donc, voilà. Avant de pouvoir passer la parole à David O'Hare, je voudrais juste rappeler que face à un stress, face à ce cataclysme, il y a ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation face au stress, qui se passe donc en 3 phases, nous allons le voir. Tout d'abord, la première phase qui est la réaction d'alarme. Vous prenez ça dans la figure, on vous annonce que vous êtes concerné par un cancer, et à la fois, j'en profite pour dire, et tu le disais aussi bien tout à l'heure, quand une personne est touchée, c'est 4 ou 5 personnes autour qui sont concernées. C'est les aidants, c'est la famille, c'est les enfants. Voilà. Donc, en même temps, c'est vrai que ce stress, c'est un dégât qui n'est pas qu'individuel, il se propage. La phase 1, donc c'est cette phase où on fait face à cette annonce, et donc il va y avoir bien sûr des réponses hormonales d'urgence, d'adrénaline, on le sait, une augmentation de la fréquence cardiaque. Voilà, on fait face. Le but, c'est d'augmenter les apports en oxygène au niveau des muscles, du cœur et des vaisseaux, pour faire face, pour pouvoir, face à un danger, il faut qu'on puisse fuir, qu'on puisse combattre. Donc, c'est la première phase. Et il est vrai que dans cette phase-là, donc on a l'adrénaline qui monte, c'est la réaction d'alarme. La phase 2, puisque bien évidemment, quand on vous annonce que vous avez un cancer, c'est quelque chose qui va durer, il va falloir se battre, et vous allez rentrer en résistance. Cette phase 2, cette phase d'adaptation, là, vous le voyez, effectivement, on va avoir le cortisol qui va prendre le relais de l'adrénaline, cette hormone du stress chronique. Alors le cortisol, c'est pas, attention, on en a besoin, toutes les hormones qui sont dans notre organisme, elles ont bien une fonction précise. Par contre, quand on en a de trop, c'est là où le bas blesse, puisque à force d'avoir une sécrétion de cortisol, on va affaiblir notre immunité, on va être épuisé, ça va concourir à une fatigue, puisqu'il y a des dépenses énergétiques qui vont être très très importantes. Et le risque, si on ne gère pas suffisamment bien son stress, c'est d'arriver au point de rupture, la phase d'épuisement, et là, on peut tomber, effectivement, on peut aller jusqu'au burn-out, bien sûr, et la fatigue est augmentée, la dépression, l'anxiété, voilà. Et il faut pouvoir agir face à ça. Alors, avant d'effleurer ce sujet sur la cohérence cardiaque, vous remontrez cette slide où l'on voit les 3 phases, et notamment là où je voudrais attirer votre attention, puisqu'on parlait justement avant de nutrition, c'est que vous voyez que dans la phase de résistance dans laquelle nous sommes tous, alors j'en profite pour dire que oui, on parle de l'annonce du cancer aujourd'hui, mais je viens parler aussi du Covid, parce que depuis des mois et des mois,
vient s'ajouter ce stress-là. Et tout le monde, actuellement, je trouve, passe en phase de résistance face à ce Covid. Et vous voyez que donc ça concerne aussi bien les patients touchés que tout le monde. Là, on mange énormément, on utilise énormément la sérotonine, ce neuromédiateur de la sérénité, de la prise de recul, dès qu'on est au début d'une phase de résistance. Donc, on va utiliser notre sérotonine et au bout d'un moment, cette sérotonine, c'est la courbe en vert, elle s'effondre. Donc là, on commence à avoir un moral dans les chaussettes et bien sûr, c'est un risque de déprime ou de dépression parfois qui peut arriver. Idem pour la dopamine. La dopamine, c'est, on va dire, l'hormone qui vous permet le neuromédiateur, pardon, qui permet de mettre la clé dans le contact et de pouvoir démarrer sa journée, d'avoir des projets. Donc là pareil, on épuise notre dopamine. Donc on finit par, au bout d'un moment, ne plus pouvoir avancer. Le magnésium, c'est la courbe en bleu nuit. Excusez-moi l'expression, mais c'est vrai, on le bouffe et on le pisse. On ne le garde plus en intracellulaire. Donc il y a énormément de personnes qui sont en carence en magnésium. Et quand on arrive dans la phase d'épuisement, vous voyez, le cortisol, lui, a continué à monter. C'est la courbe rouge foncé. Il a continué à monter pendant cette phase de résistance et à un moment, crac, tout s'effondre et là, c'est ce qu'on appelle le burn-out. Donc avant d'en arriver là, il y a des petites choses que l'on peut faire. Donc l'effet du stress, bien évidemment, et là je vous parle du sympathique et du parasympathique parce que quand vous pratiquerez la cohérence cardiaque, David va nous en parler dans une minute, eh bien vous allez agir sur le système nerveux autonome qui est un petit peu le garant de ce qu'on appelle l'homéostasie en médecine, c'est-à-dire tous les équilibres biologiques internes, et il va nous permettre de pouvoir rééquilibrer le système sympathique et parasympathique qui, quand on est face à un stress, on active le sympathique, le système d'alarme, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et par contre, on bloque notre parasympathique, c'est-à-dire que là, le parasympathique, c'est tout ce qui est, au contraire, la relaxation, la réparation, entendez-le bien, la réparation des tissus et des organes. Et en oncologie, quand on est face à un cancer, on ne veut qu'une chose, c'est pouvoir se réparer. Et c'est pour ça que cet outil, la cohérence cardiaque, permettra effectivement de pouvoir rééquilibrer ces deux systèmes pour pouvoir remettre la balance à l'équilibre, notamment ce système parasympathique pour pouvoir se réparer, le retour au calme, le repos, la relaxation. Les impacts du stress, je pense que on le connaît tous, la grande fatigue, tous les impacts au niveau des pathologies et notamment, je dirais, en oncologie, moi, c'est surtout le fait que le terrain immunitaire est déprécié et voilà, plus évidemment tout ce qu'on peut avoir ensuite en termes de fatigue. Alors, les approches complémentaires pour vous aider face à ce stress. On va parler de la cohérence cardiaque, mais il n'y a pas que ça, bien sûr. La physionutrition, la micronutrition, comme le disait Anne-Marie, bien accompagnée avec des spécialistes qui connaissent votre dossier, la phytothérapie aussi, l'aromathérapie et bien d'autres techniques, acupuncture, méditation, sophrologie, yoga, sport, des techniques neurocomportementales ou psychocomportementales, quels qu'ils soient, les accompagnements du type du centre ressources, bien sûr, et plus généralement, tout ce qui fait du bien, les moments conviviaux, le rire et le partage. Et là, eh bien, nous allons pouvoir interviewer, j'ai eu la chance de vous interviewer David Auer, qui est à Montréal, donc il ne pouvait pas être avec nous à cause du Covid, et nous allons l'écouter tout de suite sur ce super outil qui est la cohérence cardiaque. Eh bien, je suis ravie de pouvoir retrouver David Auer avec un enregistrement que nous avons pu faire, puisque comme vous le savez, David habite à Montréal et du coup, il n'était pas facile, compte tenu en plus du contexte, de pouvoir faire les choses en direct. David, bonjour. Bonjour Pénélope, c'est très agréable de te retrouver, même à distance. Et content aussi de participer à cet enregistrement et à ce colloque très intéressant.
Bien. Écoute, David, je me tourne vers toi puisque tu as été mon professeur en cohérence cardiaque. Et du coup, effectivement, je fais pratiquer, je pratique moi-même et je fais pratiquer à tous mes patients puisque je vois beaucoup de patients touchés par le cancer et leur entourage. Et du coup, eh bien, je voulais avoir ton avis sur cette pratique magnifique de la cohérence cardiaque. Donc, est-ce que tu peux partager avec toutes les personnes, tous les spectateurs qui sont là aujourd'hui, est-ce que tu peux partager un petit peu cette technique et nous expliquer et leur expliquer qu'est-ce que la cohérence cardiaque? Alors, c'est la question que je redoute chaque fois parce que expliquer la cohérence cardiaque, c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué dans la cohérence cardiaque. La pratique est simple, vous verrez, c'est extrêmement simple. La technique est simple, les résultats, c'est simple, il y a des résultats sont intéressants, mais par contre, l'explication est relativement difficile. Déjà, le nom n'est pas très convaincant, cohérence cardiaque, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, moi, j'aime bien commencer pour expliquer cela. Ça fait 20 ans que je m'intéresse à la cohérence cardiaque. Et j'aime bien commencer à dire qui a inventé la cohérence cardiaque, parce que c'est une technique, c'est une méthode, mais qui l'a inventé au départ? Eh bien, je pose une deuxième question à la suite de ça. Est-ce que l'inventeur du thermomètre a inventé la fièvre? Bah, a priori, non. Est-ce que l'inventeur de la balance a inventé l'obésité, les troubles de poids? Non plus, etc. Est-ce que l'inventeur de l'électrocardiogramme a inventé l'infarctus? Non. En fait, il y a eu des inventeurs qui ont inventé du matériel qui a mis en évidence un état physiologique présent depuis toujours, mais pour lequel il faut un matériel pour avoir un chiffre sur la température, sur le poids, détérioration des rythmes cardiaques, un matériel pour mettre en évidence un état physiologique. Donc, ça me permet de dire que la cohérence cardiaque est un état physiologique, c'est-à-dire nous avons tous la capacité d'être en cohérence cardiaque, de se mettre dans cet état particulier, qui est un état physiologique qu'il faut induire avec quelque chose. À l'état naturel, nous sommes des êtres vivants, donc nous nous adaptons à l'environnement en temps réel. Et nous, étant des animaux, nous nous adaptons par la préparation au mouvement, par la préparation à l'activité musculaire de mouvement, d'évitement du danger, par la fuite, par le combat, pour éviter le danger et revenir en état de sécurité. Et pour cela, nous avons, comme tous les vertébrés d'ailleurs, ça a 500 millions d'années, cette histoire-là, nous avons un système d'adaptation qui s'appelle le système nerveux autonome. Donc, c'est automatique et involontaire. Et en permanence, ce système d'équilibre de l'énergie musculaire oscille entre la dépense énergétique, la préparation à la fuite au combat, on appelle ça le système nerveux sympathique, et la récupération, la reconstitution de l'énergie, qui s'appelle le système parasympathique. Et comme un budget, ce système automatique, involontaire, essaie en permanence d'équilibrer ce budget énergétique. Comme un budget financier, on essaie d'équilibrer les dépenses par les ressources. La santé, c'est un équilibre des dépenses, énergie vers l'extérieur pour la fuite et le combat, les ressources, la reconstitution, la récupération, la relaxation, la réparation. Et comme dans une armée, il y a les forces combattantes, et puis il y a l'intendance. Le sympathique, c'est les forces combattantes, l'intendance, c'est le parasympathique. Et donc, à la base, on a cet état qui est automatique, qui s'adapte en temps réel. Vous avez peur, vous sursautez, surprise, votre cœur accélère, votre fréquence respiratoire accélère, tout ça pour mobiliser du glucose, de l'oxygène pour le mouvement musculaire. Le danger est passé, le corps baisse sa fréquence cardiaque, baisse sa fréquence respiratoire, met les muscles au repos en état de relaxation, et ainsi de suite. On a ces successions d'oscillation entre mise en préparation énergétique, mise au repos. D'accord. Et donc, en oncologie, David, en fait, quand un patient est touché par le cancer, pour lui, c'est une véritable, je dirais, c'est une véritable bombe dans sa vie, Exactement. on va dire émotionnelle, pour lui et également pour l'entourage. Et du coup, qu'est-ce que cette pratique, justement, avec ce sympathique qui va d'un seul coup s'emballer, qu'est-ce que ça va pouvoir apporter? Vas-y, explique. Alors, c'est certain, entre le diagnostic et les traitements et le suivi d'un cancer, il y a ce système nerveux autonome est vraiment mis à rude épreuve. Déjà avec déjà l'annonce
c'est un véritable stresseur. Et l'hormone principale du stress s'appelle le cortisol. Il est sécrété par les glandes surrénales, les corticosurrénales, c'est pour ça qu'il s'appelle cortisol, qui nous permet justement de nous adapter. Et le problème, c'est que le cortisol en particulier et tout ce système met un peu au repos le système de la réparation, de la reconstitution, le système immunitaire qui est inhibé. Et donc, la préparation à une activité musculaire n'est absolument pas efficace dans la gestion du cancer, mais c'est comme ça qu'on réagit. On réagit en mobilisant de l'énergie musculaire. Donc, c'est non productif, c'est non pertinent par rapport à la pathologie. Et ça, on a la même chose dans le stress, on a la même chose dans la plupart des pathologies dites modernes. On a une inadéquation de notre système neuroautonome par rapport à la pathologie, et c'est notre système surajoute un autre stress, c'est-à-dire l'impossibilité de s'adapter complètement. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à l'état normal, notre système d'adaptation oscille en permanence, plutôt du côté sympathique, il y a un décalage, et lorsqu'on a des moyens d'enregistrer, de connaître la polarité sympathique ou parasympathique, soit par des dosages hormonaux, cortisol, DHA, soit par même de la variabilité cardiaque, une méthode d'enregistrement qui permet de savoir si on est un sympathique ou un parasympathique, on s'aperçoit que dès la pose du diagnostic, on est en totalement polarité sympathique, et donc on est parasympathique déficitaire. Et ce qui est intéressant, c'est que l'état de cohérence cardiaque a été découvert de façon fortuite à l'observation d'électrocardiogrammes. C'est pour ça que je dis personne n'a inventé la cohérence cardiaque, parce que c'est un état naturellement possible. Il faut savoir que chaque fois que l'on inspire, à chaque inspiration, on stimule le sympathique. C'est fait justement en inspirant, on cherche à synchroniser notre système de mobilisation énergétique, qui est les poumons pour l'oxygène, qui est le sang pour circuler l'oxygène et le glucose. Donc vous inspirez, vous stimulez le sympathique, et vous le faites déjà, surprise, vous inspirez, vous bloquez une inspiration, vous vous mettez automatiquement en système sympathique. Et qu'est-ce que vous faites quand le danger est passé? Un grand soupir de soulagement, parce que l'expiration stimule le parasympathique. À l'état naturel, là, vous êtes en train de regarder et d'écouter, votre système nerveux autonome est justement autonome, automatique et involontaire. Et en permanence, vous avez cette oscillation, inspiration, expiration, vous n'êtes prêté aucune attention, votre système oscille, mais par contre, si vous pouvez prendre le contrôle de votre respiration, et c'est la seule fonction du système nerveux autonome qui est accessible par la volonté, c'est la respiration. Donc, vous pouvez temporairement prendre le contrôle de votre respiration en égalisant les temps respiratoires, par exemple, et en faisant cela, vous égalisez le temps sympathique, le temps parasympathique. C'est-à-dire, par la respiration, on peut équilibrer le système nerveux sympathique et le parasympathique. Et c'est exactement ce qui se passe. Et si en plus, on équilibre le temps inspiratoire et le temps expiratoire, on entraîne une certaine oscillation de type pendulaire entre sympathique et parasympathique. Et si, en plus, la fréquence respiratoire atteint ce qu'on appelle une fréquence de résonance assez particulière propre à l'espèce humaine, de 0,10 Hz, mais en fait c'est 6 par minute, eh bien la stimulation et l'effet est maximum. C'est-à-dire on a à la fois à l'état normal une oscillation totalement chaotique, plutôt décalée côté sympathique, mais si pendant quelques minutes, on peut de façon volontaire, en état de calme, délibérément ralentir sa respiration, égaliser le temps inspiratoire, et si en plus on obtient un cycle respiratoire de 6 respirations par minute, c'est 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, on obtient la plus grande oscillation de ce pendule. C'est parce qu'on atteint la fréquence de résonance. Oui, donc David, si je t'écoute bien, il suffit simplement que les patients se mettent à inspirer sur 5 secondes et expirer sur 5 secondes, et ils peuvent espérer naturellement atteindre cet état dit de cohérence cardiaque. Alors, je vais moduler un tout petit peu ce que tu as dit. Je vais enlever le peuvent espérer. Ils atteignent cet état de cohérence cardiaque. C'est un réflexe. C'est un réflexe qui s'appelle le baroréflexe ou l'arythmie sinusale respiratoire. C'est le nom officiel de la cohérence cardiaque. Déjà, cohérence cardiaque, c'est pas simple, mais allez écrire un livre sur maigrir par l'arythmie sinusale respiratoire à une fréquence de résonance de 0,10 Hz, qui est la définition de la cohérence cardiaque. Vous comprenez que la définition est beaucoup plus complexe que la pratique. La pratique, c'est extrêmement simple. C'est un réflexe, c'est automatique. Chaque fois
que vous, qui que vous soyez, avec ou sans expérience, vous vous mettez de façon volontaire dans un environnement plutôt calme au départ pour apprendre, mettez de façon volontaire à respirer 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, vous êtes en cohérence cardiaque. Nous n'avons pas besoin de matériel pour vous le prouver. Bien sûr, nous utilisons du matériel de biofeedback, de cardio-biofeedback, pour prouver aux gens, mais on n'a pas besoin. C'est automatique, involontaire, les enfants y arrivent, les personnes âgées y arrivent, mais vous ne pouvez pas être en cohérence cardiaque par hasard. Il faut une induction de la cohérence cardiaque, parce que le système nerveux autonome fonctionne de façon autonome et cherche à s'adapter en temps réel. C'est-à-dire, dès que vous quittez votre respiration de votre attention, vous repassez à la régulation automatique qui est aléatoire et chaotique. Donc oui, cette respiration-là, c'est d'une simplicité, mais enfantine. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, vous êtes en cohérence cardiaque. Bien sûr, après, on améliore la pratique, on rend cette courbe de plus en plus jolie, je vais dire, parce que nous, on l'enregistre à l'écran. On améliore la qualité de la courbe, on améliore cette oscillation, et plus l'oscillation va loin en sympathique et loin en parasympathique, plus on équilibre. Et là, on a des résultats qui sont extrêmement intéressants, biologiques, validés. La baisse du cortisol, en général, si le cortisol était élevé au départ, mais c'est l'hypothèse dans laquelle nous nous sommes mis aujourd'hui. Un cortisol élevé, on peut baisser le cortisol en augmentant une des hormones principales du parasympathique, parce que surtout dans ce domaine-là, on est déficitaire en parasympathique. Hein. Donc, on arrive à augmenter l'une des hormones importantes, qui est la DHEA, la dihydroépiandrostérone, qu'on appelle l'hormone de jouvence d'ailleurs, parce que ça a été appelé comme ça parce que les jeunes personnes en ont plus que les personnes âgées. C'est une hormone âge dépendante. Et donc, on baisse le cortisol, c'est lui qui gêne l'immunité, c'est lui qui réduit tout le côté de la réparation, la reconstruction, qui est lui qui va aggraver l'évolution de cette pathologie. On augmente la DHA, qui est une hormone de jouvence, de régénération, de renouveau. Mais ce qui est intéressant aussi, la deuxième hormone importante de parasympathique, puisque toutes les hormones, sans aucune exception, ont une polarité soit sympathique, soit parasympathique, puisque ce sont des messagers du changement, soit des hormones créées par des glandes, soit des neurotransmetteurs sécrétés par des nerfs, mais ce sont des messagers du changement. Et donc, elles ont une fonction de changement, donc de système nerveux autonome. Et l'autre hormone extrêmement importante, parasympathique, c'est l'ocytocine. Et l'ocytocine a été appelée l'hormone de l'amour, et c'est une hormone grégaire de rassemblement, de l'amour et de l'attachement. Qui d'ailleurs, c'est cette hormone-là qui déclenche l'accouchement, c'est cette hormone-là qui déclenche l'allaitement pour rapprocher ces deux êtres, la mère et l'enfant, et le père, c'est possible, à se rassembler. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a, avec cette pratique simple, on a montré qu'on augmente le taux de DHA, encore une fois dans le cadre d'une DHA basse, par stress élevé, par cortisol élevé, et on augmente aussi le taux d'ocytocine de rapprochement. Et c'est pour ça qu'on avait beaucoup travaillé sur ce sujet avec mon regretté ami David Servan-Schreiber, parce que nous avions créé à Paris il y a, je crois, 16 ans maintenant, l'Institut de médecine intégrée, et nous avons mis en place un cours justement sur anti-cancer à la suite, dans les suites immédiates du livre Anti-cancer de David. Nous n'avons jamais eu l'occasion de mettre en place ce cours suite à son décès, mais il y avait une part pour les patients à partir du diagnostic, cette bombe qui est à la fois une bombe immédiate, mais une bombe à retardement. Je veux dire, en permanence, il y a cette épée sur la tête qui met un stress monumental sur les personnes. Il y en a déjà un moyen de prendre du recul par rapport à ça. Mais aussi l'entourage familial, le cercle rapproché. On a une pratique simple, individuelle et collective qui permet aussi de favoriser le rapprochement, le lien social. Quelle est la première chose que les familles et les soignants, dont je faisais partie, je suis encore partie, mais là je suis à la retraite maintenant, mais j'ai suivi de très nombreuses personnes atteintes de cancer, il y a un certain tabou, il y a une certaine crainte, pas avoir envie de se rapprocher, ça nous met face à notre propre mort. Et là, on a une pratique simple qui va, au niveau physiologique, égaliser ces hormones d'adaptation. 2, qui va aussi créer une certaine
un certain rassemblement, à la fois physiologique, mais aussi social. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant avec cette pratique, mais tellement simple que parfois, ça entretient un certain scepticisme. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et du coup, David, en oncologie, moi, quand j'accompagne mes patients, je les encourage tous à pratiquer parce que je leur dis justement qu'ils vont pouvoir du coup resécréter leur DHEA, sécréter de l'ocytocine et du coup qu'ils vont pouvoir mieux se réparer, Bien sûr. renforcer leur immunité. Est-ce que tu partages ce point de vue? Ah, mais tout à fait. On parle souvent de médecine holistique, de médecine intégrative, de médecine intégrale, mais là, on est au cœur de cette médecine qui regroupe bien sûr la physiologie, bien sûr les hormones, mais aussi les émotions, aussi les sentiments. Et dans ce domaine-là, s'il en est un, où on a besoin à la fois d'un partage, on a aussi besoin d'être rapprochés. Et nous avons mis en place des pratiques de cohérence cardiaque individuelle. C'est sûr, on a des résultats que si on pratique, parce que l'effet hormonal en particulier, l'effet physiologique va durer quelques heures, 4-5 heures, pas plus. Oui. C'est-à-dire une séance de quelques minutes, de 5 minutes par exemple, 4 heures plus tard, cette séance a épuisé son effet physiologique. C'est pour ça qu'on pratique plusieurs fois par jour. Donc, est-ce que tu peux effectivement nous donner voilà, la pratique concrète la pratique est simple. Ouais, avec éventuellement, tu as peut-être toi des applications, des choses que tu peux conseiller aux patients. Alors la pratique est simple et j'ai essayé de standardiser ça avec un moyen mnémotechnique au départ qui s'appelle le 3-6-5, 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Pourquoi 3 fois par jour? Parce qu'une séance ne dure pas très longtemps. Si ça dure 4 heures, il en faut déjà 3 fois pour durer 12 heures d'une journée. Et même nos journées ne sont pas de 12 heures. Donc 3 fois par jour, c'est déjà bien. 6 respirations par minute, c'est la seule fréquence, enfin, c'est la fréquence respiratoire qui donne la plus grande oscillation, qui donne le plus de résultats, le plus d'effets physiologiques. Donc, c'est celle qu'on adopte. Pendant 5 minutes, c'est un bon compromis. Au bout de 3 minutes, on a des effets. Au bout de 5 minutes, on a vraiment des effets. Et c'est difficile de demander à quelqu'un, faites 20 minutes 3 fois par jour. Je veux dire, après, on n'a plus personne qui pratique parce que c'est long. 5 minutes est un bon compromis. En plus, ça fait un moyen mnémotechnique intéressant. 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. C'est facile de se rappeler, ça fait 3, 6, 5. Et bien sûr, pour le 6 par minute, la fréquence respiratoire, c'est lent. Notre respiration habituelle, c'est entre 10 et 25 par minute. Donc là, on est en dehors d'une zone de confort respiratoire. Et d'ailleurs, certaines personnes au début sont pas très confortables avec une respiration lente, qui n'est pas très lente. La méditation est bien en dessous de ça, mais qui est lente par rapport à l'habitude. Et le fait de prendre contrôle de la respiration est gênant aussi. Donc, dans les premières phases, c'est bien d'utiliser ce qu'on appelle un guide respiratoire. Alors, il y en a des milliers sur Internet, sur les applications, sur YouTube, il y en a des milliers. Nous en avons développé une qui s'appelle le Respirotech, qui est un guide respiratoire à bien sûr 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, sur fond de vidéo, sur fond d'images. Et dans le Respirotech, vous pouvez mettre vos propres images, soit de personnes ressources, soit d'endroits, des lieux sûrs où vous êtes bien, soit d'images agréables. Donc, c'est l'avantage du Respirotech. L'application est gratuite et vous pouvez ajouter des images par la suite. Et vous verrez qu'il est aussi possible de renforcer le parasympathique. Parasympathique, c'est l'expiration. C'est-à-dire en prolongeant le temps expiratoire, en faisant par exemple 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration, vous décalez légèrement le parasympathique. Par exemple, le soir, si vous voulez, vous relaxer avant de vous endormir. Et le matin, pour donner un petit coup de départ, on peut 6 secondes d'inspiration, 4 secondes d'expiration. Donc, tout ça, c'est dans le guide respiratoire. Mais le guide respiratoire, vous n'allez pas avoir besoin pendant des années, 1, 2, 3 semaines. Et puis, je veux dire, c'est quelque chose qui devient naturel. Je pense même que cette fréquence de 6 par minute est ancrée quelque part en nous parce qu'elle est d'abord, elle est propre à l'espèce humaine. Hein. Je veux dire, 0,10 Hz, c'est chaque fois qu'un humain respire 6 fois par minute, il est en cohérence cardiaque.
Donc, Alors, voilà la pratique. David, je suis navrée parce qu'on est tous frustrés de devoir faire aussi court. Il nous reste juste une petite minute. Je sais, je vois la montre. C'est terrible. Alors, moi, c'est vrai que je dis à mes patients que la plus grande difficulté, c'est de pouvoir, parce que c'est très simple à faire au final, mais c'est de pouvoir vraiment l'instaurer. Alors, je leur donne quelques astuces du style de vraiment ritualiser, par exemple, la pratique du matin et du soir dans un lieu chez eux de façon à prendre cette habitude et puis ensuite de se mettre peut-être des petits rappels téléphoniques ou des petits post-it pour penser à le faire et de leur dire que la plus grande difficulté, ça va être effectivement pendant les 20 premiers jours, 21 premiers jours, souvent on dit il faut changer une habitude, pendant 21 jours, il va y avoir des résistances au changement. Est-ce que toi, sur les 30 secondes qui te restent, tu aurais quelque chose à dire là-dessus et à ajouter? Oui, alors je voulais ajouter la deuxième chose à mettre en place, c'est ce qu'on appelle la respiration synchrone. Faites-le à deux. Faites-le à deux. D'abord, chacun, vous êtes en cohérence cardiaque. C'est-à-dire chacun, vous en bénéficiez. En plus, il y a l'entraînement, dans le sens où nous nous entraînons l'un l'autre à le faire en fixant ces rendez-vous. Et dans ces domaines de pathologie chronique, il y a beaucoup de rencontres comme ça, que ce soit le personnel soignant, la famille, l'entourage. Et en plus, et ça a été prouvé, ma cohérence cardiaque augmente la tienne, ta cohérence cardiaque augmente la mienne. Je n'ai pas le temps d'expliquer comment ça fonctionne, puisque la cohérence cardiaque fonctionne chez les nourrissons, chez les nouveau-nés, chez les fœtus et chez les animaux. Nous pouvons induire un état proche de cohérence cardiaque par la présence rapprochée, par cet environnement immédiat d'un bureau de consultation à côté d'un lit. Je veux dire, on peut, en étant en cohérence cardiaque, pratiquer cette respiration synchrone. Et là, c'est extrêmement intéressant de démarrer chaque rencontre, chaque consultation pour le corps médical, chaque visite. Écoutez, nous allons synchroniser nos respirations et par là, nous synchronisons nos systèmes nerveux autonomes, nous synchronisons nos systèmes immunitaires, nous synchronisons et c'est effectivement ce qui se passe. Et là, chacun entraîne l'autre dans cet état de cohérence collective, ça s'appelle la respiration synchrone. Donc, il y a une pratique personnelle qui est 3 fois par jour, c'est respiration par minute pendant 5 minutes. Et à chaque rencontre, à chaque visite, à chaque consultation, 1 à 2 minutes, c'est pas la peine de faire 5 minutes, de respiration synchrone. Parfait, parfait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose voilà, Oui, alors, c'est vrai que c'est très frustrant d'avoir si peu de temps. Mais par contre, pour les personnes qui trouvent que c'est trop facile, je sais que ça paraît trop facile, nous exploitons, je vais presque dire, une faille du système nerveux autonome qui permet de prendre pouvoir sur la respiration. Profitons-en. Prenons le pouvoir sur notre système nerveux autonome, qui est aussi le pouvoir de la guérison, qui est aussi le pouvoir de revenir au centre, de recentrage et d'équilibre. Donc, sceptique ou non, mettez-le à essai. C'est vrai que moi, je l'ai faites 3 semaines, observez ce qui se passe, c'est 0 contre-indication, 0 effet indésirable. J'allais dire effet secondaire. Oui, il y a plein d'effets secondaires, mais ils sont tous bénéfiques. Donc, 0 contre-indication. Il est impossible d'avoir une contre-indication à être trop au centre. Et 0 effet indésirable. Donc, pourquoi ne pas essayer sans idée préconçue et d'observer le résultat? Et si vous êtes en présence de quelqu'un qui, pour des raisons ou pour une autre, ne peut pas le faire elle-même, faites-le en leur présence, vous aurez déjà un effet. Merci David, quelle belle pratique finalement au cœur de notre centre ressources pour se recentrer, pour retrouver les capacités à s'accompagner, à se guérir, voilà, à reprendre notre santé en main. Je te remercie vraiment pour cette intervention. J'espère que s'il y a un autre colloque, nous aurons la joie de pouvoir t'avoir peut-être parmi nous ou encore avec un temps peut-être plus long parce que c'est vrai que c'est toujours très frustrant, mais merci beaucoup à toi pour cette intervention. Merci à toi de m'avoir donné l'occasion. C'est vrai que lorsque ce colloque a été prévu, il devait être en présence, je devais y être. Mais oui, je prends date pour la prochaine fois. Merci beaucoup, David. Merci. Bien. Pénélope, donc encore merci d'avoir fait cette interview déjà. Des petites questions? Oui. Alors, une question de Laurent qui nous demande pour quelles consignes pour les patients qui seraient vraiment très stressés. Alors, il me dit, j'ai pas tout à fait compris la suite, mais qui vont respirer exagérément ou enfin, en gros, peut-être qui auraient du mal. Alors moi, pour les patients qui sont vraiment très, très stressés, le conseil, c'est aussi bien sur la Respirothèque ou le Respirolax, il y a certaines applications où vous pouvez faire une inspiration, c'est marqué mode relax.
relaxant. Vous faites une inspiration sur 4 secondes et une expiration sur 6, comme le disait David Auer. Quand on inspire, on active le sympathique et quand on expire, c'est le parasympathique. Donc, vous vous relaxez plus. Et les gens très stressés, sur calme. Voilà, hein, une inspire sur 4 et une expire sur 6 et ça se passe très très bien. J'ai également Delphine qui demande est-ce que l'on peut faire de la cohérence cardiaque en faisant autre chose, par exemple, ou faut-il être tout entier dirigé vers cette pratique pour avoir de bons résultats? Alors moi, le conseil que je donne, c'est de préférence, et surtout au départ quand on s'y met, d'être plutôt entièrement consacré à ces 5 minutes, voilà, ne pas faire autre chose. Et quand vous serez habitué, vous pourrez effectivement aller vous balader en faisant de la cohérence cardiaque. Bon, voilà. Par contre, j'insiste, il faut être toujours assis ou debout. Et pour l'histoire de conduire, alors oui, Jean-Loup, tu me disais, les pilotes de chasse font de la cohérence cardiaque pour être maîtres de leur réaction, bien sûr. Je dirais qu'en voiture, moi, je le déconseille à mes patients parce que je leur dis, je préfère que vous soyez vraiment pleinement présents à ce qu'il y a sur la route. C'est mon conseil. Voilà, c'est juste du bon sens. C'est juste la cohérence cardiaque. Si on est en état de stress, oui. Oui. Au volant, c'est un moyen de se calmer. C'est un moyen. Oui, c'est vrai. Voilà. Laurie qui me demande cohérence cardiaque et bêta-bloquant. Alors, mon expérience, c'est que j'ai des patients sous bêta-bloquant. À des petites doses de bêta-bloquant, ils arrivent à se mettre en cohérence cardiaque. C'est vrai que quand il y a des grandes doses de bêta-bloquant, c'est gênant. Oui, effectivement, c'est un facteur limitant. Voilà, sachez que les bêta-bloquants, effectivement, ça a un effet calmant. Ben oui, ça agit sur le système sympathique et c'est reconnu comme médicament, calmer le stress et avoir un impact sur l'évolution de la maladie potentiellement. Ce qui montre bien que l'impact quand on agit sur le stress, on a un impact favorable aussi sur l'évolution de la maladie. Il ne s'agit pas de prendre des bêta-bloquants comme ça, mais c'est intéressant de voir qu'il y a une cohérence dans tout ça. Oui. Et du coup, les bêta-bloquants peuvent être gênants dans certaines situations aussi. Et une question, Jacques, sur le fait que le système orthosympathique ou sympathique, on le dit les deux, ça bloque le système digestif suivant le moment où on se trouve. Stress chronique ou stress aigu? Voilà, dans un stress aigu, c'est plutôt l'adrénaline qui est sécrétée. Dans ces moments-là, il y a plutôt une accélération du transit. On le voit dans les peurs aiguës avec les poils qui se redressent, la transpiration et tout le système sympathique, tout ce que ça produit. Et entre autres, ça produit une accélération du péristaltisme intestinal, très passager bien sûr. Qui peut aller jusqu'à la diarrhée. Et qui peut aller jusqu'à une diarrhée évidemment. Parfois. Dans les grandes peurs, on se vide. Voilà. Donc diarrhée aiguë, c'est le moment du stress aigu, c'est au début. Si un stress chronique, par contre, ça peut constiper. Ça peut constiper, tout effectivement. À fait. Mais ça, pour d'autres raisons, où interviennent les neurohormones, comme les neurotransmetteurs, interviennent aussi le cortisol, la DHA. Enfin, il y a différentes neurohormones qui interviennent à ce moment-là, quand c'est dans la chronicité.